Nos besoins en énergie ne cessent de croître. Si nous continuons à ce rythme, ils seront 7 fois plus élevés en 2100 qu'aujourd'hui. Certes, le tournant énergétique est engagé, mais suffisamment pour couvrir nos besoins de demain? Pour beaucoup, la fusion nucléaire est la solution, le saint graal de l'énergie. Une énergie propre et très abondante, inspirée du soleil. La promesse est très séduisante, mais elle n'en est pas moins controversée. Nous aspirons à trouver une source d'énergie qui soit quasi inépuisable. C'est une simple allégation. Un projet qui restera à jamais un projet d'avenir. Je m'appelle Berthold Meyer. Je suis professeur de psychologie et les grands débats de notre époque me passionnent. Cette machine est au cœur de l'un d'eux. Voici le réacteur expérimental à fusion nucléaire de l'Institut Max Planck à Munich. Il en existe une vingtaine dans le monde. Les chercheurs placent beaucoup d'espoir dans cette technologie. Selon eux, la fusion nucléaire pourrait résoudre nos problèmes énergétiques sans rejeter de CO2. J'aimerais donc savoir si cette promesse n'est pas trop belle pour être vraie, si c'est une impasse, ou si la fusion thermonucléaire est au contraire sur le point de révolutionner notre planète tout entière, comme quelques rares technologies l'ont fait avant elle. J'ai rendez-vous avec 2 experts qui ont des avis différents sur la question. 2 chaises, 2 invités. Je vais les interroger séparément pour me faire ma propre opinion. Urs Alfans, quel est l'avenir radieux que nous promet la fusion nucléaire? Quel est son potentiel? Nous aspirons à trouver une source d'énergie qui soit quasi inépuisable, qui ne rejette pas de CO2 et qui consomme peu de matières premières. Urs Alfans est physicienne des plasmas à l'Institut Max Planck. Elle travaille depuis plus de 25 ans sur la fusion thermonucléaire et dirige le département technologie et diagnostic de l'ITER, le plus grand projet de réacteur à fusion nucléaire du monde. Ce procédé jouera, selon elle, un rôle décisif dans notre approvisionnement énergétique. Quelle est la différence de rendement entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire classique opérée dans les centrales actuelles? La fission nucléaire classique est une réaction dans laquelle un atome lourd se scinde en 2 atomes légers. Nous utilisons le processus inverse. 2 noyaux fusionnent pour former un noyau plus lourd. L'hydrogène se transforme en hélium. Et cette fusion libère au moins 10 fois plus d'énergie que la fission. La fusion nucléaire s'inspire du fonctionnement du Soleil. Sous l'effet de la pression et de la chaleur extrême, 2 isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, fusionnent en un noyau d'hélium. La différence de masse des noyaux avant et après fusion libère alors une forte énergie, la plus puissante que l'on puisse trouver dans l'univers. Elle est des millions de fois supérieure à celle obtenue par la combustion d'énergie fossile. Et elle est bien moins dangereuse que l'énergie nucléaire actuelle. Les déchets de la fusion ne sont que légèrement radioactifs et ils le restent moins longtemps. Par ailleurs, la fusion nucléaire ne peut pas s'emballer et provoquer une réaction en chaîne, comme lors d'un accident de réacteur. C'est donc plus d'énergie et à moindre risque. Mais pour reproduire sur Terre la réaction nucléaire dont le Soleil tire son énergie, il faut d'abord recréer les conditions présentes à l'intérieur du Soleil et réunir une grande quantité d'énergie afin que les noyaux puissent s'assembler. C'est justement le grand défi de la recherche sur la fusion nucléaire, produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme, en dépit de l'apport énergétique considérable qu'elle mobilise. À vous entendre, c'est l'utopie énergétique ultime, n'est-ce pas? Une machine qui nous permettrait à l'avenir de résoudre les problèmes énergétiques de l'humanité et par la même occasion celui du dérèglement climatique provoqué par l'homme. On peut le dire comme ça. C'est certainement une clé de la course à la production d'énergie.
Le monde va se développer avec différentes sources d'énergie. Et l'énergie de fusion peut être accessible partout sur Terre, puisqu'on trouve le deutérium dans l'eau. Ça permettrait aussi d'éviter ou de limiter des dépendances politiques. Et ça, c'est un autre avantage, et pas des moindres. Mais tous les chercheurs ne sont pas aussi enthousiastes. Une énergie propre et illimitée. Que pensez-vous de la promesse de la fusion nucléaire? Alors, commençons par nous demander quelle est cette promesse précisément. Michael Dittmar est un ancien physicien de l'Institut de physique des particules de Zurich. Chercheur au CERN pendant près de 30 ans, il a rédigé plusieurs expertises sur la fusion nucléaire. Sa conclusion, il est inutile de mener des recherches sur le sujet. Eh bien, ce qu'elle nous promet, c'est une source d'énergie pour l'avenir qui pourrait produire énormément d'énergie sans rejet de CO2 ni déchets radioactifs. C'est une simple allégation. Un projet d'avenir qui restera à jamais un projet d'avenir. Pourquoi ne pourrait-il pas se concrétiser? Plusieurs problèmes fondamentaux nous en empêchent sur Terre. Dans les étoiles, le réacteur à fusion nucléaire fonctionne grâce à l'intensité de la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est l'attraction mutuelle entre deux masses. Elle permet notamment aux atomes d'hydrogène de fusionner au cœur du Soleil, où la force gravitationnelle est 28 fois supérieure à celle générée par la Terre. Ce réacteur fonctionne grâce à cette forte gravitation, nous le savons. Et c'est là la limite de la chose. Tout le reste n'est qu'illusion. Si je vous comprends bien, la probabilité d'y parvenir est vraiment nulle. C'est bien ça? Elle n'est jamais nulle. Mais c'est la même probabilité que vous avez d'aligner les 5 numéros gagnants et le numéro complémentaire au loto. Ok, d'un autre côté, il y a énormément de gens qui jouent au loto dans le monde. Et il y en a qui gagnent régulièrement. Oui, et tous les autres perdent. Oui, d'accord. Mais j'aimerais poursuivre mon argumentaire, si vous le permettez. Même si la probabilité est très petite, elle n'est pas nulle au moins. Et cette perspective qu'on nous fait miroiter, une source d'énergie quasi infinie, bon marché et propre, c'est trop séduisant pour ne pas au moins essayer, même avec une probabilité de réussite faible, non? Ces promesses, on nous les servait déjà quand j'ai commencé mes études de physique. On nous disait, pour le moment, ça n'est pas encore ça, mais en l'an 2000, ce sera tout à fait faisable. Oui, c'est un peu le running gag de la fusion nucléaire. À chaque fois, on se donne une trentaine d'années pour y arriver, et 30 ans plus tard, on se dit que dans 30 ans, ce sera bon. Ce running gag démarre en 1934, quand Ernest Rutherford perce le mystère des étoiles et réalise la première réaction de fusion nucléaire en laboratoire. Le rêve d'une énergie quasi inépuisable est né. Les premiers réacteurs voient le jour dans les années 50, mais les défis techniques sont colossaux. Depuis, une trentaine d'installations expérimentales ont été construites durant les décennies suivantes. Avec quelques succès, on parvient à contenir et contrôler l'hydrogène chaud. Les réactions de fusion se maintiennent de plus en plus longtemps et les réacteurs sont de plus en plus performants. Reste à prouver que la fusion peut produire une quantité d'énergie bien supérieure à celle qui est nécessaire pour déclencher le processus. Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste alors qu'on sait que c'est un running gag dans le monde de la recherche? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on a atteint un stade où ça pourrait mieux fonctionner que par le passé? Eh bien, on peut déjà constater de grandes avancées technologiques. On s'est beaucoup concentré sur la physique nucléaire ces dernières années.
On s'est demandé si c'était viable, si l'on pouvait maîtriser tout ça. Et les technologies de pointe qu'on utilise aujourd'hui sont des composants qu'on n'avait jamais fabriqués auparavant. Alors les défis sont énormes. Quant à savoir si ça fonctionne, eh bien, c'est l'objectif du projet ITER. Le réacteur thermonucléaire expérimental international ITER est censé mener la fusion thermonucléaire de la théorie à la pratique et prouver que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ce projet est très ambitieux parce que ce projet essaye d'emmener l'humanité dans un endroit où elle n'est jamais allée. Donc c'est d'essayer de faire la preuve, la démonstration qu'on sait maîtriser la fusion thermonucléaire. Jamais personne ne l'a fait, jamais. Alain Bécoulet, directeur du domaine ingénierie d'ITER, a poursuivi ce rêve pendant presque toute sa carrière. Pour lui, la question n'est pas de savoir si la fusion nucléaire est réalisable, mais quand. Le projet ITER réunit toutes les avancées de la recherche des dernières décennies en un même lieu. Donc, on est ici dans le hall de pré-assemblage d'ITER. Donc c'est un grand hall qui fait une bonne centaine de mètres de long, qui fait 60 mètres de haut, et dans lequel on va préparer tous les gros éléments de la machine elle-même. Les ambitions techniques du projet sont comparables à celles des missions Apollo. L'installation est en construction depuis 2007 et le tokamak devrait bientôt être terminé. 5000 chercheurs du monde entier œuvrent en continu afin que le rêve d'une énergie propre et quasi illimitée se réalise. Le cœur de l'installation, le pit, se trouve au fond de l'atelier de production. C'est là que trônera bientôt le réacteur dans lequel l'hydrogène est censé fusionner. Et si tout se passe comme prévu, le bilan énergétique sera positif. Ça dépend quelle sorte d'image vous voulez avoir. C'est à la fois une cathédrale, c'est un four, c'est un immense four, c'est un mini-soleil, mais dans une forme d'une roue de vélo et pas d'une forme d'une boule, mais c'est la même chose. Voilà, c'est l'endroit où il va faire 150 millions de degrés dans quelques années, ici. Le réacteur lui-même se compose d'une chambre à vide divisée en 9 secteurs qu'on remplira d'hydrogène quand le réacteur sera en activité. On fera ensuite chauffer le gaz jusqu'à la formation d'un plasma, une soupe d'électrons, de neutrons et de protons. À 150 millions de degrés, les particules d'hydrogène sont censées fusionner en hélium tout en libérant de l'énergie. Mais c'est là que les ingénieurs se heurtent aux limites physiques. Puisque à 150 millions de degrés, rien n'existe. Il n'y a pas de matière solide qui existe à 150 millions de degrés. Donc, on doit enfermer ce milieu réactif dans un champ magnétique. C'est ça l'astuce, c'est une boîte virtuelle. Les particules, les atomes, les noyaux d'hydrogène, les noyaux des électrons, etc., sont piégés dans un champ magnétique. Ils ne peuvent pas sortir, ils tournent autour du champ magnétique. Donc on crée une bouteille virtuelle. Actuellement, une partie des aimants attend encore son heure sous ces emballages rose vif. Pour être supraconducteurs, les électroaimants doivent être refroidis à une température proche du zéro absolu. Le point le plus chaud et le plus froid de notre système solaire ne sont donc qu'à quelques centimètres l'un de l'autre quand le réacteur à fusion fonctionne. L'équipe n'a toutefois pas encore la réponse à toutes les questions techniques. Car la fusion libère non seulement de grandes quantités d'énergie, mais aussi des neutrons. Les neutrons, ils rentrent assez fortement dans la matière et ils peuvent altérer la structure cristalline de la matière, les aciers, etc. Tous les composants qui sont autour, en gros, ils vont jouer un petit peu au billard avec les atomes qui sont dans la structure de la machine. En clair, le réacteur s'autodétruit avec le temps. Mais ITER n'est qu'un dispositif expérimental censé prouver qu'on peut produire de l'énergie par fusion. Il n'est pas conçu pour une utilisation à long terme. Pour les futurs réacteurs, en revanche, ce billard à neutrons sera problématique et aucune solution n'a encore été trouvée. Il en va de même pour l'approvisionnement en tritium, l'un des 2 isotopes de l'hydrogène. Le tritium est très rare sur notre planète.
La fusion nucléaire pourrait donc se retrouver à court de combustible avant même d'avoir fait sa grande percée. Regardons les chiffres de près. Prenons un générateur électrique standard d'une puissance d'1 gigawatt alimenté au charbon ou au gaz, par exemple. Pour produire la même quantité d'énergie par fusion, il faudrait 50 kg de tritium par an. Or, les réserves mondiales sont de 27 kg actuellement. En effet, vraiment très rare. C'est de là qu'est née l'idée de fabriquer le tritium nous-mêmes, à l'intérieur du réacteur, et de le réinjecter directement. Comme ça, on reste dans un circuit interne et on est autosuffisant. La centrale fabriquerait son combustible? Oui. Ce procédé qui permet de produire du tritium a plusieurs noms dans le jargon. On parle notamment de couverture tritigène. De nombreuses recherches ont été menées et ITER a créé des expériences spécifiques pour ça. Donc le message, c'est que la théorie fonctionne, y compris avec cette couverture tritigène. Eh bien, si on y regarde de plus près, aux États-Unis par exemple, des gens s'y sont intéressés. Ils ont tenté des simulations par ordinateur et même là, ça ne fonctionnait pas. Je me permets de vous reposer la question. Peut-on dire que, derrière tout ça, la théorie physique fonctionne? Parce qu'une simulation peut donner un résultat différent en fonction des paramètres et des données techniques. Une simulation n'est qu'une simulation, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que le résultat est négatif que ce n'est pas possible. J'ai beaucoup travaillé sur la physique des particules et j'ai fait des simulations toute ma vie. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que par définition, les simulations par ordinateur sont toujours beaucoup plus optimistes que la réalité. Pour répondre à ces questions avec certitude, il faudra attendre la mise en service d'ITER. C'était prévu pour 2025 à l'origine, mais comme ça s'est déjà produit auparavant, il y a des retards. La production du premier plasma est reportée à 2035. Le projet est mis à mal. États-Unis, Europe, Russie, Inde, Japon, Corée du Sud, et j'en oublie un, non? 35 nations sont réunies autour d'une table. L'idée est que la fusion nucléaire serve au monde entier, que tout un chacun doit en profiter. Mais sa dimension internationale, justement, se révèle être un obstacle. Car certaines pièces de ce puzzle géant sont fabriquées tout autour du globe et assemblées ici pour la première fois. En 2022, tout était théoriquement fini. L'équipe avait déjà hissé les différents éléments dans l'enceinte du réacteur. Après des années de préparation, elle n'était plus qu'à quelques millimètres de l'étape décisive. On a besoin d'une précision extrêmement fine, de l'ordre du millimètre, sur toutes les lèvres qui sont, vous les voyez soulignées en noir ici, sur toutes les lèvres qui sont de part et d'autre de cet objet. Mais dans la chambre à vide, l'équipe note que 3 des 9 segments ne sont pas tout à fait ajustés. Or, des écarts de 2 mm suffisent pour paralyser ITER pendant plus de 2 ans. Vous faites également partie du consortium ITER, vous travaillez là-bas. Donc vous le savez bien, les retards et les surcoûts accumulés jusqu'ici sont considérables. C'est un peu l'équivalent du nouvel aéroport de Berlin appliqué à la physique expérimentale. Outre ces défis technologiques, c'est aussi une expérience à portée politique. Chacun développe le projet dans son propre pays, embarque l'industrie et la prépare pour les prochaines étapes, pour la construction de centrales dans son pays. Ça veut dire que l'expérience ITER n'est pas seulement une tentative de travailler sur une utopie technologique, c'est presque aussi une utopie sociale. J'en suis même ému, vous voyez? Car c'est vraiment une belle idée de tous participer équitablement. Cette implication solidaire de tous les créanciers,
nous pousse peut-être à accepter certains défis technologiques. Tout à fait, oui. Et surtout à notre époque, la science relie les hommes. Ce projet est très important aussi parce qu'il rapproche les pays. Après des mois de préparatifs, les travaux peuvent enfin commencer. Les ingénieurs liment les structures millimètre par millimètre avec un appareil construit spécialement à cet effet. Il faudra encore plusieurs mois pour réparer les secteurs endommagés de l'enceinte. Donc effectivement, je ne vous cache pas qu'il y a un moment où on se dit ça va nous prendre plus de temps, plus d'efforts, etc. Mais en même temps, le plaisir de dépasser un problème est encore plus fort que le plaisir de réaliser quelque chose du premier coup. Donc voilà. Les premières expériences sont censées commencer dès l'achèvement des travaux. Ce qui rapprocherait nettement ITER du grand jour où le projet pourra enfin prouver que son bilan énergétique est positif. Qu'est-ce que je ferai moi le jour où, alors essentiellement, je suis plus près de la fin de ma carrière que du début, on va dire ça comme ça. Donc qu'est-ce que je ferai? Je suis français, je boirai du champagne. ITER n'est toutefois qu'une première étape. Dès que le tokamak aura atteint son objectif, le projet démo prendra le relais. La première centrale à fusion nucléaire de démonstration devra prouver qu'une exploitation industrielle et commerciale de l'énergie de fusion est possible. Un pas de plus vers la révolution énergétique. Revenons à la belle promesse de l'énergie de fusion. Voulons-nous vraiment que l'énergie ne soit plus un bien rare? Voulons-nous vraiment d'une source qui produise de l'énergie en telle quantité que nous n'aurions plus à l'économiser? Envisageons cela en partant du scénario le plus optimiste. Grâce à la fusion nucléaire, l'électricité serait disponible à profusion. L'agriculture pourrait se pratiquer dans des fermes verticales parfaitement tempérées et augmenter ses rendements tout en renonçant aux pesticides. Et comme le dessalement de l'eau de mer coûterait moins cher, l'eau potable cesserait d'être un bien rare et l'industrie pourrait entièrement fonctionner à l'hydrogène propre. Mais on pourrait aussi avoir de la neige à l'équateur et 40 degrés à l'ombre au Cap Nord. L'influence de l'homme sur la planète serait plus grande que jamais. En tout cas, il n'y aurait quasiment plus aucune limite à notre créativité. Quel effet cela aurait-il sur nous, en tant que société? Une croissance effrénée? Est-ce une utopie ou plutôt une dystopie? Je dirais que c'est une illusion absolue à tous les égards et que ce n'est pas forcément souhaitable. Pourquoi? Parce que de l'énergie, nous en avons déjà en abondance. Et ce que nous en faisons est très étrange. C'est-à-dire? Eh bien, quelqu'un a dit cette phrase un jour. La nature peut aussi exister sans l'homme, mais l'homme ne peut pas exister sans la nature. Et quand on réfléchit sérieusement à tout ce que nous avons déjà détruit dans la nature, c'est vraiment affligeant. Êtes-vous optimiste pour la suite? Je suis toujours optimiste. Ah, très bien. Mais réaliste aussi. Je vois. Pour ce qui est de la question énergétique, les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais on sait bien que les besoins énergétiques augmentent au niveau international dans bien des pays. Quant à arriver à un point où la production d'énergie sera illimitée, comme vous le dites, je pense que nous ne pouvons pas encore l'envisager à l'heure actuelle. Ok. Donc, même avec un réacteur à fusion nucléaire fonctionnel, l'énergie ne sera pas suffisamment bon marché à moyen terme pour être quasiment gratuite. D'accord. Nous arrivons à la fin de ces entretiens. Et j'ai envie de vous provoquer un peu. Je vais le faire en formulant cette thèse un peu schématique. La fusion nucléaire entrave le tournant énergétique, car pour se développer, elle mobilise massivement les ressources dont nous avons justement besoin pour opérer le tournant énergétique. Ces ressources que nous utilisons sont un très bon investissement sur l'avenir.
C'est une option pour résoudre un problème énergétique et on ne peut ni ne doit l'interrompre à un stade où l'on ne sait pas si ça va fonctionner. Et la fusion nucléaire n'avait jamais été aussi avancée. Je préférerais qu'on réalise où sont les limites de ce qu'on sait, de ce qu'on ignore et de ce qu'on a déjà compris. Et si, en se fondant sur tout ça, on décidait de ne plus financer ce projet et d'y mettre un terme, ce serait une démarche raisonnable, selon moi. Je propose de nous arrêter sur cette idée qui donne à réfléchir. J'ai entendu deux points de vue très différents sur cette question. Alors, la fusion nucléaire est-elle vraiment l'énergie du futur ? Très honnêtement, je l'ignore. Cette promesse est tellement énorme. Une énergie presque inépuisable. C'est l'utopie absolue. Mais la tentative elle-même symbolise ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Même des pays ennemis se retrouvent dans ce gigantesque projet pour construire une immense machine qui pourrait peut-être résoudre un jour l'un de nos plus gros problèmes. Ça me paraît trop précieux pour y renoncer. D'un autre côté, nous ne devons surtout pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Car même en cas de succès, le réacteur à fusion nucléaire arrivera bien trop tard pour résoudre les problèmes énergétiques actuels. C'est pourquoi nous devons investir massivement dans la recherche sur le tournant énergétique aujourd'hui. Et je pense que nous devons mener les deux de front pour donner à l'humanité l'espoir d'un bel avenir.